Qu'est-ce qui est pire que de perdre des milliards? Perdre l'amour. J'avais tout, des jets privés, des villas, et une femme qui m'aimait avant que mon compte en banque ne s'aligne de zéro. Mais mon ego a choisi la richesse plutôt que sa valeur. Maintenant, mon empire semble vide, et mes milliards ne peuvent pas racheter ce que j'ai stupidement laissé filer. Je suis assis dans mon penthouse en ce moment, regardant les lumières de la ville à travers des baies vitrées qui coûtent plus cher que la maison de la plupart des gens. C'est drôle comme ces vues me coupèrent le souffle autrefois. Maintenant, elles ne font que me rappeler jusqu'où j'ai grimpé et tout ce que j'ai perdu en chemin. Vous voyez ces gros titres? Un milliardaire de la tech révolutionne l'industrie. L'empire d'un jeune magnate continue de s'étendre. Le prochain, Elon Musk? Il raconte une histoire de succès, mais pas la vraie. Pas l'histoire de ce que ça m'a coûté. Ou plutôt, de qui ça m'a coûté. Il y a cette photo que je garde dans mon tiroir de bureau. Je ne la regarde jamais, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser non plus. Elle date d'avant tout ça, avant l'IPO, avant les villas, avant que je commence à croire en mon propre mythe. Juste deux rêveurs partageant un café dans un petit appartement, complotant pour changer le monde. Son sourire sur cette photo, il était réel. Tout était réel à l'époque. Aujourd'hui, je me déplace dans des espaces conçus pour impressionner. Mes pas résonnent dans les couloirs vides de ma maison à Malibu, rebondissent sur les sols en marbre de mon penthouse à Manhattan. J'ai 5 maisons, mais pas un seul foyer. Ironique, non? J'ai bâti un empire technologique qui connecte des millions de personnes. Et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi déconnecté. L'autre soir, j'ai organisé une soirée ici. 300 invités, célébrités, entrepreneurs, tout le gratin de la Silicon Valley. La musique battait son plein, le champagne coulait à flot, tout le monde voulait être vu avec le milliardaire. Mais au milieu de tout ça, j'ai croisé mon reflet dans l'une de ces immenses fenêtres. Debout là, dans mon costume à 10 000 $, entouré de tout ce que l'argent peut acheter, et tout ce que j'ai vu, c'est ce jeune homme sur la photo du café, se demandant où il s'était trompé. Vous devez penser, pauvre petit riche qui pleure sur ses milliards. Je comprends. Mais cette histoire ne parle pas d'argent. Elle parle de ce que l'argent ne peut pas racheter une fois perdu. Quelque chose que j'avais entre les mains et que j'ai laissé filer, trop occupé à courir après plus de zéros sur mon compte en banque. Avant de vous dire ce qui s'est passé, regardez autour de vous. Cette personne qui croit en vous, qui voit au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui pour deviner qui vous pourriez devenir, est-ce que vous la voyez vraiment? Parce que moi, je l'avais. Une femme qui m'aimait avant que le monde ne connaisse mon nom, qui voyait mon potentiel alors que je n'avais qu'un rêve et un ordinateur portable. Et je l'ai perdue. Peut-être que cette histoire vous épargnera mon regret à plusieurs milliards. Parce que croyez-moi, tout le succès du monde sonne creux quand on réalise qu'on a sacrifié un amour véritable pour l'obtenir. Alors laissez-moi vous ramener au début, avant l'argent, avant la célébrité, quand j'étais juste un entrepreneur affamé et qu'elle était la seule à vraiment croire en moi. Je l'ai rencontrée pour la première fois dans un incubateur de start-ups à Auckland, un de ces espaces éclairés par des néons, avec des posters motivationnels et une odeur persistante de café instantané. Sarah. Elle n'a pas été impressionnée par mon pitch d'ascenseur trop bien répété, ni par mon diplôme de Stanford que je mentionnais trop souvent. À la place, elle a remarqué un tic nerveux dans ma présentation. Comment je jouais sans arrêt avec le chargeur de mon ordinateur en parlant de projection de marché. « Tu n'as rien à prouver », m'a-t-elle dit lors de notre première vraie conversation dans la cuisine commune. Ton idée fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Elle développait une application éducative pour les communautés défavorisées. Le genre de projet qui te fait te demander si tu fais vraiment quelque chose de significatif avec ta vie. Pendant que tout le monde courait après la prochaine licorne, elle courait après l'impact. On a commencé à partager une table près de la fenêtre, surtout parce que c'était la seule avec une prise qui marchait. Nos ordinateurs étaient face à face comme deux adversaires d'échecs, mais on jouait dans la même équipe. Elle apportait des plats faits maison, des recettes de sa grand-mère, disait-elle, et il y en avait toujours assez pour deux. Je faisais semblant de ne pas avoir faim, mais
Elle savait mieux que moi. Ses débuts étaient magnifiques dans leur simplicité. On vivait de rêves et de détermination. Quand mon premier code a planté, elle est restée tard pour m'aider à déboguer, même si Python n'était pas son truc. Quand son premier investisseur s'est désisté, j'ai passé la nuit à l'aider à refaire son pitch deck. On ne faisait pas que travailler côte à côte. On construisait quelque chose ensemble. Confiance, compréhension, une fondation. Je me souviens d'une nuit, épuisée, les chiffres de nos tableurs devenant flous. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu sais ce que j'aime chez toi ? Tu crois vraiment que tu peux changer le monde ?» Puis elle a souri et ajouté « Et moi, je te crois. » Ce moment-là, c'est là que tout a basculé. Ce n'était plus juste une start-up. On a commencé à sortir ensemble, mais « sortir » est un mot trop faible pour ce qu'on construisait. Chaque échec, chaque petite victoire, chaque pivot de notre business plan, on les affrontait ensemble. Elle m'a appris à voir au-delà des métriques, à comprendre l'impact humain de ce qu'on créait. Je lui ai montré comment donner de l'ampleur à sa vision, à rêver encore plus grand. On manquait d'argent à l'époque. Nos rendez-vous étaient comme de longues promenades en ville, à rêver à voix haute du futur. On pointait des immeubles au hasard en imaginant nos futurs bureaux. Celui-là, disait-elle en désignant une tour en verre, mais on mettra un centre communautaire au rez-de-chaussée. Toujours en train de penser aux autres, c'était Sarah. Avec le recul, je réalise qu'on n'a jamais vraiment été pauvre. On était riche de ce qui compte vraiment. Le but, la passion, un partenariat qui nous rendait meilleurs. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, mais c'est toujours comme ça, non ? Quand on grimpe, on ne réalise pas l'altitude jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour redescendre. Notre table commune dans cet incubateur aurait dû être le tremplin de notre plus grand succès. Au lieu de ça, c'est devenu le début de mon plus grand regret. Parce que parfois, à force de vouloir décrocher les étoiles, on oublie qui tenait l'échelle. Et le succès, il s'infiltre sans qu'on s'en rende compte. Un jour, on fête son premier million d'investissement, et le lendemain, on descend d'un jet privé sans même se rappeler quand c'est devenu normal. Sarah observait tout cela avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle dirigeait toujours sa start-up éducative, ayant un véritable impact sur les communautés, tandis que moi, j'étais en train de devenir ce que les investisseurs appelaient un phénomène technologique. Je me souviens de la nuit où nous avons atteint notre première valorisation à 1 milliard de dollars. Au lieu de célébrer avec l'équipe dans un club exclusif, elle m'a proposé d'aller prendre un café à notre ancien spot près de l'incubateur. J'ai accepté, mais j'ai passé la soirée à vérifier mon téléphone. J'avais 5 réunions urgentes à gérer. « Tu es là, mais tu n'es pas là », a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. J'ai balayé sa remarque d'un revers de main, lui disant qu'elle ne comprenait pas la pression que je subissais. Mais elle comprenait. Elle comprenait mieux que quiconque. Elle voyait simplement ce que j'étais en train de devenir avant même que je ne le réalise moi-même. Les changements ont d'abord été subtils. Remplacer nos soirées en tête-à-tête par des événements de réseautage. Emménager dans un penthouse qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Elle me faisait part de ses inquiétudes sur ma transformation, et je les rejetais comme étant de la jalousie. « Tu ne vois pas assez grand », lui disais-je, sans réaliser que c'était moi qui avais perdu de vue l'essentiel. Obsédé par les chiffres, la valorisation et le statut. De nouvelles personnes ont commencé à graviter autour de moi, des cadres, des célébrités, des influenceurs. Ils riaient à toutes mes blagues, approuvaient toutes mes idées. Sarah, elle, restait toujours honnête, parfois frustrante de sincérité. Quand j'ai voulu orienter l'entreprise vers une direction plus rentable mais moralement discutable, elle a été la seule à s'y opposer. « Ce n'est pas toi », m'a-t-elle dit. L'homme dont je suis tombée amoureuse voulait faire la différence, pas juste faire de l'argent. J'ai commencé à fréquenter des soirées où le patrimoine minimum pour entrer était de 100 millions de dollars. Sarah venait parfois, mais elle détonnait. Non pas parce qu'elle n'avait pas sa place, mais parce qu'elle refusait de jouer le jeu. Alors que les autres rivalisaient pour m'impressionner, elle restait fidèle à elle-même. Cela a commencé à m'agacer.
Son authenticité était un miroir qui reflétait tout ce que j'étais en train de perdre. Le point de rupture n'a pas été un moment unique, mais une succession de petits choix. Choisir des réunions de conseil plutôt que notre dîner d'anniversaire. Dénigrer les difficultés de sa start-up comme étant du petit entrepreneuriat. M'entourer de flatteurs plutôt que de la seule personne qui nourrissait mon âme. Le succès me changeait. Ou peut-être révélait-il simplement ce que j'étais en train de devenir. Une nuit, après un énième dîner manqué, elle m'a demandé « Tu te souviens pourquoi tu as créé cette entreprise ?» J'ai répondu ce que je disais aux journalistes « Pour révolutionner l'industrie ». Elle a secoué la tête. « Non, tu l'as créé pour aider les gens à se connecter. » À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti vraiment connecté à quoi que ce soit? J'aurais dû écouter. J'aurais dû comprendre que, pendant que je construisais un empire, j'en perdais le cœur. Mais le succès est une drogue dangereuse, et j'étais déjà accro. Plus je montais, plus je m'éloignais de celui qu'elle avait aimé, et plus je me rapprochais de tout perdre. On dit qu'il y a toujours un moment où une relation se brise, un point de non-retour. Pour nous, ce n'étaient pas les rendez-vous manqués, ni les moments partagés devenus trop rares. C'était un mardi soir, un jour ordinaire qui a tout changé. Sarah venait de remporter une subvention majeure pour son initiative éducative, transformant la vie de milliers d'enfants défavorisés. Elle m'a appelé, impatiente de partager la nouvelle. J'étais en pleine réunion critique sur le cours de nos actions. Pas maintenant, ai-je répondu par SMS. Discussion importante sur une fusion. 3 heures plus tard, en rentrant au penthouse, je l'ai trouvée assise dans le salon, toujours en robe de soirée, une bouteille de champagne intacte sur la table. Elle m'a regardé avec des yeux que je ne lui connaissais pas. Pas de colère, juste du renoncement. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai cherché dans ma mémoire, repassant en revue mon agenda rempli de réunions et de conférences. Puis j'ai compris, c'était l'anniversaire de notre première rencontre à l'incubateur. Le jour que nous avions toujours célébré comme le début de notre histoire. J'avais oublié. Pire encore, j'avais ignoré. Je t'ai vu changer. Passer de quelqu'un qui voulait changer le monde à quelqu'un qui veut juste le posséder, a-t-elle dit, la voix calme mais blessée. L'homme dont je suis tombée amoureuse aurait tout laissé tomber pour célébrer une victoire qui aide des milliers d'enfants à avoir accès à une meilleure éducation. Cet homme savait que la vraie richesse ne se mesure pas qu'en argent. J'ai fait ce que j'étais devenu expert à faire, me défendre. J'ai parlé de responsabilité, des milliers d'employés qui comptaient sur moi, de l'importance de cette fusion. J'ai même insinué qu'elle était égoïste de ne pas comprendre ma position. Les mots me sont venus naturellement, comme si je répondais à une critique lors d'un conseil d'administration. Elle s'est levée, a lissé sa robe et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais ce qui est ironique? Tu as construit un empire technologique basé sur la connexion entre les gens, mais tu as perdu la capacité de te connecter à ce qui compte vraiment. Ta plateforme a des milliards d'utilisateurs, mais tu n'es même pas capable d'être présent pour une seule personne qui t'aime réellement. J'ai essayé d'acheter mon chemin hors de cette situation. J'ai proposé de partir en voyage, suggéré que nous pourrions célébrer un autre jour, promis de me rattraper. Elle a juste secoué la tête et murmuré « Tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas tombée amoureuse de ton compte en banque. Je suis tombée amoureuse de ton potentiel à faire la différence. Maintenant, tout ce qui t'importe, c'est la différence sur ton compte en banque. » Cette nuit-là, elle est partie pour son propre appartement, celui qu'elle avait gardé même après que j'ai insisté pour qu'elle vive avec moi. « Juste pour rester ancrée », disait-elle. Je ne l'ai pas suivie. J'ai juste appelé mon assistante pour réorganiser mes réunions du lendemain, persuadée que ce n'était qu'un problème de plus à gérer plus tard, avec assez d'argent ou la bonne stratégie. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment. Le tournant où mes milliards sont devenus de simples chiffres sur un écran, et où la plus grande richesse de ma vie a franchi la porte pour ne jamais revenir. Parfois, les erreurs les plus coûteuses ne sont pas celles qui affectent votre fortune. Ce sont celles qui vous coûtent votre âme.
Il y a quelque chose de surréaliste à regarder son monde s'effondrer pendant que son empire prospère. Le jour où Sarah est partie pour de bon, notre action a atteint un niveau record. J'étais en pleine interview télévisée, parlant d'innovation et de perspectives d'avenir, lorsque son message est arrivé. J'en ai fini d'essayer de rivaliser avec ton succès pour obtenir ton attention. Adieu. Je me souviens m'être excusé en pleine interview, laissant l'animateur interloqué en plein milieu d'une question. Quand je suis arrivé à son appartement, il ne restait qu'une lettre sur le comptoir de la cuisine. Pas de drame, pas de dispute. Juste son écriture élégante expliquant pourquoi elle ne pouvait plus rester. « Tu es devenu exactement ce que tu avais promis de ne jamais être », écrivait-elle. Un homme qui mesure sa valeur par sa richesse plutôt que par son impact. Ma réponse ? Je lui ai envoyé un chèque. Un gros. Avec un mot lui disant qu'elle pourrait financer son initiative éducative pour la prochaine décennie. Voilà à quel point j'étais tombé bas. Croire que je pouvais acheter mon chemin pour la récupérer. Elle me l'a renvoyé avec seulement 3 mots ajoutés. Certaines choses comptent plus. J'ai essayé tout ce que l'argent pouvait offrir pour la reconquérir. J'ai embauché des gens pour la retrouver, envoyé des cadeaux extravagants, même tenté d'acheter l'immeuble où nous nous étions rencontrés pour le transformer en centre éducatif à son nom. Chaque geste ne faisait que prouver son point. J'avais perdu le sens du véritable lien humain. Elle ne voulait ni grande déclaration, ni présent hors de prix. Elle voulait l'homme qui partageait autrefois ses rêves autour d'un café, celui qui se souciait davantage de changer des vies que d'augmenter ses marges de profit. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à une conférence sur la technologie 6 mois plus tard. Elle parlait d'égalité éducative et du rôle de la technologie dans le changement social. Le public était captivé, non par sa fortune ou son statut, mais par sa passion sincère pour faire une différence. Je suis resté assis au fond, la regardant briller, et pour la première fois, j'ai vraiment vu ce que j'avais perdu. Après son discours, nos regards se sont brièvement croisés à travers la foule. Elle m'a adressé un petit sourire triste, celui qu'on donne à quelqu'un qu'on a autrefois connu intimement, mais qui est maintenant devenu un étranger. J'ai commencé à marcher vers elle, puis je me suis arrêté. Que pouvais-je dire ? Que je comprenais enfin, que j'échangerais tous mes milliards pour revenir à ce petit espace d'incubateur où nous nous étions rencontrés ? Elle a quitté la conférence avec son équipe, poursuivant sa mission de changer le monde. Je suis retourné dans mon penthouse vide, entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter, mais de rien qui comptait vraiment. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon home cinéma, regardant nos vieux messages vidéo, observant la transformation progressive dans mon regard. Du rêveur passionné à l'homme d'affaires froid. La presse a qualifié notre rupture de séparation consciente. Propre, professionnelle, digne. Mais il n'y a rien de digne à perdre son âme en gagnant le monde. On dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais ce n'est pas la véritable leçon. La véritable leçon, c'est que l'argent peut acheter presque tout, sauf ce qui compte vraiment. L'amour sincère, la confiance et la joie d'être véritablement connu et accepté pour ce que l'on est, et non pour ce que l'on possède. Le succès a une saveur différente quand on est vraiment seul. Je me retrouvais enchaîné à des réunions de conseil, hochant la tête devant des projections de bénéfices et des plans d'expansion. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont Sarah aurait remis en question si ses décisions étaient en accord avec notre mission d'origine. Mission que j'avais depuis longtemps oubliée dans ma quête d'ajouter des zéros à mon compte en banque. Chaque accomplissement semblait creux. Je lançais de nouveaux produits acclamés dans le monde entier, mais il n'y avait plus personne pour fêter ça avec moi. Personne qui me connaissait avant que je ne devienne une couverture de magazine. Plus je me plongeais dans le travail, plus j'essayais de combler le vide avec des acquisitions et des expansions. J'ai acheté un yacht, puis un plus grand yacht. Ajouté une île privée à mon portefeuille. Chaque achat était comme prendre une aspirine pour un bras cassé, une distraction temporaire d'une douleur bien plus profonde. Une nuit, après un énième lancement de produits réussi, je me suis retrouvé devant cet ancien bâtiment d'incubateur. Il était tard,
L'espace était plongé dans l'obscurité, mais notre vieille table était toujours là, près de la fenêtre. Je me suis assis dans le noir, entouré des fantômes de ce que nous étions autrefois. C'est là que j'ai compris. Je n'avais pas seulement perdu Sarah, je m'étais perdu moi-même. Le gars qui travaillait à cette table, qui voulait changer le monde, qui valorisait le but avant le profit, il n'existait plus. Le lendemain matin, j'ai commencé à revoir de vieux emails, des vidéos, des messages. Je me suis vu changer en temps réel. J'ai vu mes réponses devenir plus courtes, plus méprisantes, plus focalisées sur ce que les gens pouvaient m'apporter, plutôt que sur ce que je pouvais apporter au monde. Les inquiétudes de Sarah, que j'avais rejetées comme de la jalousie, ressemblaient maintenant à des prophéties. Elle avait vu la transformation se produire bien avant que je ne puisse l'admettre. J'ai essayé de sortir avec d'autres femmes, des femmes accomplies, puissantes, magnifiques. Mais elles semblaient toutes vouloir le milliardaire, l'histoire à succès, l'homme sur les couvertures de magazines. Aucune ne voulait le rêveur imparfait que j'étais sous tout ça. Aucune ne me mettait au défi comme Sarah, ou ne voyait au-delà de la richesse l'homme qui luttait pour se rappeler qui il était vraiment. Le pire, mon succès ne cessait de croître. Chaque félicitation sonnait comme une accusation. Chaque cérémonie de récompense, chaque discours en keynote, chaque article de presse me rappelait ce qu'était le véritable succès. Et ce n'était pas ça. Le véritable succès résidait dans les petits moments. Le sourire fier de Sarah lorsque nous avons aidé nos premiers utilisateurs. Son excitation lorsque nous avons embauché notre premier employé. Sa force silencieuse face à nos premiers échecs. On dit qu'il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Mais je n'ai pas tout perdu. J'ai perdu la seule chose qui donnait un sens à tout le reste. Tous mes tableaux d'analyse de données, toutes mes recherches de marché, toute ma planification stratégique, et j'ai raté l'indicateur le plus évident de tous. La corrélation entre ma richesse grandissante et mon humanité qui s'effaçait. Aujourd'hui, assis dans mon bureau avec vue sur la ville, je comprends une chose qu'aucune école de commerce ne vous enseigne. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en moments de connexion authentique, en la capacité d'être soi-même avec quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. Et selon cette mesure, j'étais plus riche quand j'étais fauché que je ne le suis aujourd'hui avec tous mes milliards. Désormais, je mesure le succès autrement. Quand de jeunes entrepreneurs me demandent des conseils, je leur dis quelque chose qui les met souvent mal à l'aise. Protégez votre cœur aussi soigneusement que vous protégez votre capital. Ils rient, pensant que c'est une plaisanterie. Ce ne l'est pas. J'ai vu trop de gens échanger leur âme contre le succès, tout comme moi. Hier, j'ai lu un article sur l'organisation de Sarah, qui a reçu un grand prix humanitaire. Sa plateforme éducative a permis à des millions d'enfants d'accéder à une éducation de qualité. Elle a changé plus de vies que mes milliards ne l'ont jamais fait. L'article mentionnait qu'elle était mariée maintenant, à un organisateur communautaire. Ensemble, ils construisent quelque chose de réel, quelque chose qui compte. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la fierté, du regret et une compréhension douce amère que c'était ainsi que les choses devaient être. Mon bureau offre toujours la meilleure vue sur la ville, mais j'ai changé la façon dont je l'utilise. Une fois par semaine, je mentore des jeunes couples qui construisent des entreprises ensemble. Pas pour leur apprendre les marges bénéficiaires ou la pénétration du marché, mais pour leur rappeler ce que j'ai oublié, que le succès ne signifie rien si vous vous perdez en chemin. Certains pensent que j'exagère. Après tout, je suis toujours milliardaire. Mais l'argent n'est que de l'argent. Croyez-moi, il ne vous réchauffe pas la nuit. J'ai commencé à rediriger une grande partie de ma fortune vers des initiatives qui me rappellent la vision de Sarah. L'éducation, le développement communautaire, l'impact humain réel. Pas pour la rédemption ou la publicité, mais parce qu'au fond de moi, cet idéaliste de l'incubateur existe toujours. Il devait simplement tout perdre pour retrouver sa voie. L'ironie ne m'échappe pas.
J'ai bâti un empire technologique axé sur la connexion entre les gens, et pourtant, j'ai échoué à préserver la connexion la plus importante de ma vie. Chaque fois que je vois des couples travailler ensemble dans des startups, j'ai envie de les prendre à part et de leur dire: faites attention à ce qui compte vraiment. La personne à vos côtés vaut plus que n'importe quelle stratégie de sortie. Récemment, j'ai retrouvé cette vieille photo de nos jours à l'incubateur. Je l'ai enfin sortie du tiroir et posée sur mon bureau. Pas comme un rappel de ce que j'ai perdu, mais comme une boussole qui me guide vers ce qui compte vraiment. Elle oriente mes décisions désormais. Avant chaque grand mouvement d'affaires, je me pose cette question. Est-ce que cette version de moi serait fière de ce choix? La plus grande leçon? Le succès ne se mesure pas à la hauteur que vous atteignez, mais à la personne que vous devenez en gravissant la montagne. J'ai atteint le sommet, seulement pour réaliser que j'avais laissé mon cœur au camp de base. Maintenant, quand on me demande quel est mon plus grand succès, je ne parle pas de la valorisation de mon entreprise ou de ma part de marché. Je parle d'une femme qui m'a aimé quand je n'étais rien, qui a vu mon potentiel non pas en milliardaire, mais en être humain capable de faire une différence. Aux entrepreneurs ambitieux qui poursuivent leurs rêves, poursuivez-les, mais pas au prix de votre identité. Votre valeur ne réside pas dans votre patrimoine net. Et à ceux qui hésitent entre l'amour et l'ambition, vous n'avez pas à choisir. Souvenez-vous simplement d'arroser les racines de votre relation avec autant d'enthousiasme que vous nourrissez vos rêves de réussite. Parce qu'au bout du compte, avoir quelqu'un qui croit en votre âme vaut plus que n'importe qui croyant en vos actions en bourse. Vous savez, en enregistrant ce message, je pense sans cesse à ce que je dirais à mon moi plus jeune si je pouvais retourner à l'incubateur. Mais ce message n'est pas pour lui. Il est pour vous, qui regardez ceci en ce moment. Peut-être à votre propre carrefour entre l'amour et l'ambition. J'ai appris que l'ego est une boussole dangereuse. Il vous guidera vers des endroits qui semblent impressionnants sur le papier mais qui sonnent creux en réalité. J'ai accompli ce que la société appelle le succès ultime. Mais laissez-moi vous dire une chose brute et réelle. J'échangerai chaque zéro de mon compte bancaire contre une seule conversation authentique de plus avec la femme qui m'aimait avant que le monde ne connaisse mon nom. Voici la vérité qu'aucun cours de commerce ne vous enseignera. Votre héritage ne repose pas sur les accords que vous concluez ou la richesse que vous accumulez. Il se construit sur les vies que vous touchez, l'amour que vous choisissez de cultiver ou de négliger, et la personne que vous devenez en poursuivant vos rêves. Je suis devenu milliardaire, mais j'ai perdu la capacité de me reconnaître dans le miroir. C'est un prix trop élevé pour n'importe quel succès. À ceux qui construisent leurs empires en ce moment, prenez un instant. Regardez la personne qui est à vos côtés, qui croit en vous, qui soutient votre vision. Cette personne n'est pas un obstacle à votre succès. Elle est le fondement d'une autre forme de richesse. Une richesse qui ne fluctue pas avec les conditions du marché. Je ne vous dis pas de choisir entre l'amour et le succès. Je vous exhorte à redéfinir ce que signifie le succès avant qu'il ne soit trop tard. Bâtissez vos rêves, poursuivez vos objectifs, mais ne sacrifiez pas votre âme en chemin. Le monde a besoin de plus de leaders qui se souviennent de leur humanité, pas seulement de leur valeur nette. Et si vous regardez ceci en pensant qu'il est trop tard, que vous avez déjà emprunté la voie que j'ai suivie, arrêtez-vous. Faites demi-tour. Passez cet appel. Envoyez ce message. Faites un choix différent. Parce que, croyez-moi, la vue d'en haut est à couper le souffle, mais elle est vide si vous y êtes seul. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Non pas parce que c'est un récit édifiant sur le regret d'un milliardaire, mais parce que c'est un signal d'alarme sur ce qui compte vraiment dans cette vie unique que nous avons. Parfois, les leçons les plus précieuses sont gratuites si nous sommes assez sages pour apprendre des erreurs des autres. Rappelez-vous, vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas créer plus de souvenirs avec ceux qui vous aimaient avant que le monde ne le fasse. Faites le bon choix. Choisissez l'amour. Choisissez d'être couronné de succès sans vous perdre en chemin. Parce qu'au final, on ne se souvient pas de nous pour la richesse que nous avons accumulée, mais pour les cœurs que nous avons touchés
et les vies que nous avons changées. N'attendez pas d'être assis dans un penthouse rempli de tout et de rien pour comprendre cette vérité. C'est ma leçon à 1 milliard de dollars. Prenez-la gratuitement.